En tout cas, merci pour l'organisation de ce séminaire. Donc, comme disait le docteur Jurquet, je vais présenter ce que c'est la psychiatrie de transition et plus précisément d'abord dans un premier temps la présentation de la chaire de transition. Donc habituellement, en fait, je fais cette présentation avec deux collègues qui étaient le docteur Bétul Tédic et le docteur Timothy Henbick, qui faisaient partie de la chaire de psychiatrie de transition l'an passé, qui s'est arrêtée cette année pour eux. Et on redébute une année académique et en présence ici du docteur Sami Koslovitz. Et j'ai d'autres collègues qui n'ont pas pu être présents pour ce séminaire. Donc, je vais présenter donc, la chaire de psychiatrie de transition, un peu nos objectifs, mais également ce que c'est les jeunes en transition, la psychiatrie de transition, et puis après on fera une pause et on parlera ensuite de tout ce qui est la question des ultra hauts risques, de manière très résumée, parce que ça nécessiterait presque 3 heures de présentation. Donc, la chaire de psychiatrie de transition, ça a été la volonté de soutenir une chaire universitaire par la Fondation Roi-Baudouin sur la question justement de la transition des soins en psychiatrie. Avec le Covid également, il y a eu quand même un focus sur la problématique des jeunes, la santé mentale des jeunes et la souffrance des jeunes. Mais cette chaire universitaire a débuté juste au moment du Covid, donc c'était déjà antérieur, avant le Covid. Et c'est sous la Fondation Roi-Baudouin avec les fonds Julie Rançon et les fonds Reine Fabiola. Et cette chaire a débuté en 2019. Et ici, on entame la dernière année de la chaire de psychiatrie de transition. Donc c'est vraiment une collaboration entre psychiatres adultes et pédopsychiatres. C'est composé de 4 professeurs, le professeur Véronique Delven, qui est la présidente de la chaire de psychiatrie de transition, mais qui est la chef de service de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, et maintenant le HUB, qui est les hôpitaux universitaires de Bruxelles, qui rassemble Bordet, Uderf et Erasme. Le professeur Marie Delay, qui est aussi chef de service du service de pédopsychiatrie et de la transition, la question de la transition, le professeur Hélène Nicolis et le professeur Conrege, qui est lui chef de service de l'hôpital Bruckmann, donc c'est un service de psychiatrie adulte. Et donc on est plusieurs chercheurs, il y a le docteur Simone Marchini et le docteur Johanna Reyes qui ont vraiment débuté la chaire et qui eux sont en pleine recherche par rapport à cette problématique de la psychiatrie de transition. Il y a moi-même qui suis psychiatre adulte et qui travaille en pédopsychiatrie pour développer une prise en charge pour ces grands adolescents et jeunes adultes. Le docteur Bétul, le docteur Timothy, et malheureusement, je n'ai pas encore les photos de mes collègues pour cette année. Donc, au niveau des objectifs de la chaire, c'était surtout un des grands objectifs, c'est la question de la recherche. Quels sont les besoins en psychiatrie de transition les besoins des jeunes, qu'est-ce qu'il faut développer, quelles sont les trajectoires de soins à mettre en place. Il y a l'aspect académique avec une activité d'enseignement où on a été donné cours à l'UCL, à l'ULB en psychologie. On a essayé au niveau de l'Université de Liège, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Et donc, c'est également partager les connaissances. Donc ici, on est avec le réseau liégeois. On a déjà fait toute la Belgique francophone. Vous êtes un des derniers réseaux qu'on rencontre. Et donc, c'est vraiment aussi apporter de nouvelles perspectives dans l'idée d'une transition du passage de la pédopsie à la psychiatrie adulte, développer des approches, des nouveaux modèles d'intervention, proposer éventuellement des améliorations, mais aussi échanger, parce qu'il y a la pratique de terrain. Nous, on travaille au niveau universitaire, on travaille à Bruxelles. Ce n'est pas la même pratique qu'évidemment en le milieu urbain et le milieu rural. Et cette année, le dernier objectif, c'est plutôt une communication large au niveau social et aussi également de diminuer la question de la stigmatisation dans la population générale par rapport aux problèmes de santé mentale chez les jeunes. Alors, on a fait différentes choses. On participe à des groupes de travail, donc probablement que vous avez eu connaissance du groupe de travail COSMEA qui a travaillé sur la transition, qui a abouti à des grandes recommandations pour les différents chantiers, puisqu'il y a du budget qui ont été débloqués pour des projets innovateurs pour les jeunes en transition. J'ai fait partie de ce groupe de travail, ainsi que le professeur Delven, qui était la présidente. On organise un colloque annuel, l'enseignement, comme je vous ai parlé. Il y a de la recherche, de la publication, et c'est surtout en cours encore pour le moment. La question de la participation des jeunes, la question de la pérédance, et un travail de mise en place de réseaux.
et d'évaluer qu'est-ce qui existe déjà sur le terrain dans les différents réseaux de la Belgique. Et nous avons une chaîne YouTube. Si vous voulez avoir accès aux différents colloques, c'est accès gratuitement pour avoir accès aux différents séminaires qu'il y a eu. Donc le but, c'est vraiment partager les connaissances par rapport à ce sujet, discuter avec vous, et donc c'est pour ça qu'il y a 1 heure qui est prévue par la suite, et éventuellement changer certaines pratiques dans la mesure du possible. Évidemment, comme disait le docteur Jurquet, quand on est limité en termes de personnel de soignants, la question de la psychiatrie de transition, le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte ne se pose pas toujours. Alors, au niveau on a un colloque, donc vous êtes vivement invités à venir à ce colloque. C'est le dernier colloque qui va vraiment être un peu la finalisation des 4 années de la chaire, où on va faire un peu le point sur l'état des lieux finalement de la psychiatrie de transition 4 ans après, et de toutes les initiatives qui ont été mises en place. Alors malheureusement, ce ne sera pas en mai, mais ce sera plutôt en septembre, et donc on vous donnera la date, donc je transmettrai au réseau Réalisme pour que la date soit transmise et que vous puissiez y participer si vous le souhaitez. Et il y a la possibilité toujours de participer en visio, donc pas forcément venir chaque fois sur Erasme, parce que ça se passe sur le campus Erasme. Durant cette année, on a également, sur les derniers mois ici, mis en place un certificat universitaire à l'ULB sur la question de la psychiatrie de transition. Donc, psychiatrie de transition, c'est vraiment la question des jeunes adultes, 16-23 ans, pas la transition de genre. Alors, pour l'année académique 2022-2023, à mon avis, ce ne sera pas pour cette année, ce sera éventuellement pour janvier ou l'année d'après, puisque ici, ça a été fait récemment, et donc malheureusement, on n'a pas suffisamment d'inscrits. Et c'est essentiellement des jeunes psychiatres, des jeunes médecins, alors que nous, on a vraiment l'intention de partager des connaissances et d'enseigner à tous les soignants au niveau de la santé mentale, que ce soit assistant social, psychologue, infirmier, éducateur, tout le personnel qui est en contact avec ces jeunes. Et donc, il n'y a pas juste l'approche psychopathologique qui est enseignée. Il y a également la question de la mise en place d'une formation en père aidance. Donc, je pense qu'au niveau du réseau, vous avez entendu la question de la participation des jeunes, l'engagement de coachs participatifs et l'initiative de mettre en place de plus en plus que les jeunes soient engagés dans leur prise en charge, dans les questionnements également politiques, etc. Et donc, avec l'aide de l'Université de Mons, pendant 1 an, il a été question de créer, donc d'abord dans un premier temps, un groupe de production de savoir qui commence cette année pour débuter une formation spécifique dans la question de la pérédance pour ces jeunes en transition, pour aboutir finalement à une formation, puisque c'est la question aussi de jeunes mineurs, oui ou non, comment les préparer, qui n'est pas la même chose, évidemment, qu'une formation en pérédance pour les adultes, qui existe déjà au niveau de l'université de Mons. Et enfin, on a eu pas mal de contacts parce que la question de la pérédance au Canada, elle est très présente. Nous, on travaille moins, en tout cas au niveau de Bruxelles, des pérédants, on en rencontre peu. Mais au Canada, c'est quelque chose, c'est dans la culture déjà. Et donc, nous avons travaillé avec le JIAP à Montréal, qui travaille vraiment avec des jeunes qui sont dans cette tranche d'âge de transition et qui vont avoir cette fonction de père aidant. Donc, ils sont vraiment, c'est une profession, ils sont avec une valorisation de leurs compétences, ils sont payés pour ça. Et donc, ils vont travailler dans les domaines plutôt de la question de la précarité, père aidant par rapport aux problèmes d'addiction à la santé sexuelle. Et donc, ce sont des jeunes, alors ils sont majeurs, ils sont plus de 18 ans, qui travaillent à temps plein. Ils ont vraiment une formation qui est guidée avec un travail sur le besoin vraiment pédagogique des jeunes qu'ils vont rencontrer. Et donc, ça leur permet aussi d'être un tremplin dans la vie professionnelle par la suite. Et donc, l'intention vraiment de développer de plus en plus la question de la pérédance chez ces jeunes, chez les jeunes adultes. Alors, les jeunes en transition, ça correspond à quoi? La fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et donc, ça a été fixé 16-24 ans, mais ça, parfois, on parle de 16-23. Est-ce que c'est 15? Finalement, la limite d'âge est plutôt en fonction du développement du jeune et où il en est dans son développement personnel, psychologique, émotionnel. Et donc,
Cette période de la transition est une période de grande vulnérabilité. Pédopsychiatre, vous connaissez toute la question des 100 premiers jours, la période de grande vulnérabilité à la petite enfance, mais la période de grande adolescence, jeune adulte est également une grande période de vulnérabilité avec des risques d'émergence de psychopathologie. Et pourquoi ? Parce que c'est un moment vraiment de grande modification. Il y a les modifications physiques qui se terminent, mais on a les modifications psychologiques avec des jeunes qui sont dans leur construction identitaire, parce que la construction identitaire, c'est plutôt adolescence, jeune adulte, où ils sont en train d'explorer un peu différentes alternatives par rapport à leur mode de vie, vers où ils vont, quel style de vie ils veulent opérer, au niveau professionnel aussi, vers où ils veulent aller. Il y a d'autres modifications psychologiques par rapport plus à leur sentiment d'appartenance également. Toutes les modifications émotionnelles, les modifications neurodéveloppementales dont je parlais un petit peu par la suite, qui sont toutes des périodes à risque pour ces jeunes. Donc, évidemment, la question au niveau juridique, on demande à 18 ans, tout d'un coup, ces jeunes, ils ont passé 18 ans, ils sont légalement responsables, donc ils ont des droits et des devoirs, et tout d'un coup, voilà, on leur dit, ils sont indépendants, et ça concerne essentiellement, ce qui est le plus problématique, c'est pour ces jeunes qui dépendent du SAJ, du SPJ, où tout d'un coup, voilà, ils sont un peu lâchés par les structures, puisque légalement, ils deviennent majeurs. Donc une grande période de bouleversement. Pour certains, la question du passage à 18 ans, ils sont accompagnés encore pour leurs parents, mais il y a d'un point de vue juridique quand même un gros changement à cette période-là. Il y a la question aussi au niveau familial, c'est une période quand même 16-24 où on arrive tout doucement vers l'autonomisation, les responsabilités inhérentes. La question aussi du parcours scolaire, grand changement, fin des humanités, entrer dans la vie professionnelle ou devoir faire des choix au niveau des études, mais aussi une période où, justement, d'essayer d'expérimenter, se casser la gueule et de recommencer. Mais toute une période qui est synonyme, finalement, d'anxiété, d'angoisse, de se demander vers où on va. Le travail, comme je parle, ceux qui aboutissent à la fin de leurs études, qui commencent un travail, c'est aussi une période de stress intense. La question de l'intégration au pair, et aussi des relations amoureuses qui deviennent plus sérieuses. Pour certains, l'arrivée d'une grossesse, donc aussi gros chamboulement hormonal, mais chamboulement au niveau identitaire, et puis tous ces questionnements identitaires qui sont présents. Et donc, période de vulnérabilité pour ces jeunes à cet âge-là. Alors, il y a cet aspect aussi des modifications neurodéveloppementales, puisqu'en fait, le neurodéveloppement, il se termine plutôt vers 25 ans. On peut dire que le cerveau adolescent il est comparable à l'adulte seulement après 20 ans, 25 ans. Donc, comme vous le savez, au niveau du développement cérébral, on est vraiment un développement qui part de l'occiput vers les régions frontales et préfrontales qui vont être les dernières à maturer. Et donc, il y a deux grands changements à cette période-là. C'est une phase de synaptogénèse avec une création synaptique intense, justement, entre la puberté et l'âge adulte. Et donc, on va avoir une modification de toutes ces connexions synaptiques et qui vont être en fonction des interactions avec l'environnement. Et donc, si on a un environnement stressant, des risques de modification à ce niveau-là. C'est un moment où il y a une sélection, un renforcement des neurones et justement des connexions qui sont sollicitées. On a un deuxième changement, qui est la phase de maturation tardive et de millénisation, et la millénisation au niveau du cortex frontal, préfrontal, qui sont les zones des fonctions exécutives, de planification, des actions, de l'anticipation des conséquences d'un comportement, la compréhension des règles sociales, et sont toutes les zones qui maturent en dernier lieu. Et donc on se retrouve avec ces grands atos jeunes adultes, les zones qui sont finalement les régions préfrontales qui sont immatures, avec les régions limbiques qui ont déjà maturé. Et donc ce sont souvent ces zones limbiques sont impliquées dans les émotions, et donc on retrouve une hyper-réactivité émotionnelle avec peu
d'apaisement au niveau des fonctions exécutives et d'une inhibition au niveau des cortex préfrontales. Et donc cette période justement où on a une maturation différée fait que c'est une période de plus grande vulnérabilité avec des facteurs de stress qui vont impliquer plus de risques s'il y a des consommations de cannabis à cette période-là. Une consommation de cannabis à cette période-là de la vie est plus à risque si on consomme plutôt vers 30 ans où le cerveau est mature définitivement. Enfin, définitivement. Vous me comprenez. Et donc la question de soigner, de prendre soin de ces jeunes a tout son intérêt puisqu'on va avoir un effet préventif si on travaille et qu'on permet de soigner ou de prévenir en tout cas des pathologies à cette période-là du jeune adulte. Donc, comme je disais, il y a des périodes vraiment de questionnement spécifiques où on arrive finalement à la fin du questionnement de qui suis-je et plutôt où vais-je, qu'est-ce que je vais devenir. Alors, le capital mental, les fonctions cognitives, elles vont atteindre leur sommet finalement justement à la fin de l'adolescence et jeune adulte et donc vont décliner progressivement au cours de la vie jusqu'à un âge âgé. Et donc, la période périnatale, mais également la période adolescentaire est une période où les facteurs stresseurs peuvent avoir vraiment un impact négatif sur ce capital mental, d'où l'intérêt de préserver ces jeunes. Alors, comme M. Jurquet disait, voilà, il y a le psychiatre de la petite enfance, le pédopsychiatre, le psychiatre adulte. Et c'est vrai que, en fait, plutôt la dichotomie pédopsychiatre, psychiatrie adulte, à 18 ans. Alors, en Belgique, on a la chance qu'on n'a pas cette obligation à 18 ans d'arrêter. Mais finalement, d'un point de vue du développement, ça n'a pas beaucoup de sens de séparer ces deux disciplines. Donc, c'est un saucissonnage et en même temps pas, parce que moi, je serais plutôt dans l'idée où, finalement, l'adolescence, jeune adulte, etc., ce serait une période de soins avec des soins plus spécialisés. Et je pense que les soins, par exemple, à la personne âgée, avec déjà une métabolisation au niveau des médicaments complètement différente, on retrouve une clinique complètement différente chez la personne âgée et chez la petite enfance. Et cette période de jeune en transition, également, on retrouve une clinique différente. Et donc, dichotomiser pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, finalement, n'a pas beaucoup de sens et de pouvoir former, que ce soit les pédopsychiatres à la psychiatrie adulte, de pouvoir prendre en charge ces jeunes avec un point de vue développemental, avec un point de vue au niveau aussi psychopathologique, etc., et puis au niveau social également, légal, etc. Et donc, c'est développer la psychiatrie de transition. Et on peut le voir de deux manières. Il y a deux définitions finalement. Il y a cette psychiatrie de transition qui est plutôt la coordination de la pédopsie à la psychiatrie adulte autour de l'âge de 18 ans. Et enfin, plutôt des soins spécialisés pour l'âge de transition avec, pour cette période 16-24, que ce soit pédopsychiatre ou psychiatre adulte. Ce n'est pas forcément créer un psychiatre de transition, mais de pouvoir travailler en multidisciplinarité avec les deux disciplines. Alors, ces deux réalités qui sont différentes, mais finalement qui sont complémentaires. Puisque le pédopsychiatre, il va travailler avec des troubles pédopsychiatriques qui vont commencer à la petite enfance. On parle par exemple des troubles neurodéveloppementaux, l'autisme, le TDAH. Et ces jeunes qu'il va falloir à un moment donné être pris en charge par la psychiatrie adulte avec des psychiatres adultes qui ne sont pas formés. Enfin, moi étant au départ psychiatre adulte, la question de l'autisme, nul. J'ai rien vu. C'est une pathologie infantile, mais qui doit être prise en charge par un moment donné, qui doit être coordonnée par une prise en charge plus en psychiatrie adulte. La question du TDAH, on le voit, mais on n'est pas très très bien formé non plus. Et puis, il y a toutes les pathologies de l'enfance, de l'adolescence, qu'il va falloir pouvoir poursuivre une prise en charge pour certains et pouvoir coordonner ces soins. Et enfin, il y a ces traitements spécifiques où, puisque la période de transition est une période où on voit émerger la plupart des pathologies psychiatriques adultes qui ont un début précoce et qui n'ont pas la même clinique qu'un patient prototypique qu'on retrouve à 35 ans, 40 ans.
Donc, dans cette partie-ci, je vais plutôt finalement voir un peu comment on peut coordonner, quelles sont les grandes recommandations, et puis à la fin, on verra un petit peu, vous, sur le terrain, comment vous faites et qu'est-ce qui est faisable. Donc, comme je vous disais, les débuts des pathologies psychiatriques adultes, elles débutent pendant l'adolescence, à la fin de l'adolescence et jeune adulte, donc on retrouve quand même presque 2/3 des pathologies avant 25 ans. Et le problème, c'est que c'est vraiment une période où finalement, les jeunes ne vont pas vers les soins. Ou en tout cas, il y a une barrière à aller chercher les soins. Et donc, il y a seulement 20%, donc c'est une grosse étude qui a été faite récemment, donc moins d'1 an, qui montre que seulement 22% des jeunes entre 16 et 24 ans qui souffrent potentiellement d'un trouble mental, seulement ils accèdent aux soins professionnels. Donc très très peu. Il y en a une grosse partie qui passe entre les mailles du filet et qu'en tant que psychiatre adulte, on va les rencontrer une fois qu'ils seront décompensés de manière beaucoup plus sévère. Donc, ce qui est compliqué, alors le pédopsychiatre a plus l'habitude, en tout cas moi c'est mon sentiment, que le psychiatre adulte, parce que le psychiatre adulte, on se réfère souvent quand même à une clinique plutôt d'un patient adulte, et dans tout ce qui est référentiel internationaux au niveau diagnostic, on fonctionne plutôt avec des critères diagnostiques. Et comment ils ont été construits, ces critères? Ils ont été construits sur base de patients lambda de 35 ans, 40 ans, donc assez typiques. Sauf que lorsqu'on se retrouve face à un jeune adulte ou un grand adolescent, évidemment, ça ne correspond pas à ce qu'on retrouve dans nos bouquins. Les signes cliniques sont tout à fait différents et on ne sait pas, à ce moment-là, pouvoir dire dans quelle pathologie le patient souffre. On ne peut pas deviner la trajectoire de soins, la trajectoire psychopathologique que va avoir le jeune. Et donc, c'est l'idée aussi que se développe de plus en plus un aspect plutôt dimensionnel et transdiagnostique aussi, et moins avec une vision catégorielle comme on nous l'a appris, en tout cas comme moi, on me l'a appris au niveau des pathologies psychiatriques. Alors, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur cette question de la psychiatrie de transition. On a le professeur Amersfoort au niveau des Pays-Bas, le professeur McGorry au niveau Australie, ont vraiment développé, essayé de développer des soins multidisciplinaires pour accueillir des jeunes qui ne sont pas forcément déjà dans des décompensations très sévères, et qui donc sont plutôt développer plutôt la première ligne, tandis que le professeur Krebs, qui est en France, elle a plutôt développé des soins plutôt spécialisés vraiment pour l'âge de transition, et tout ce qui concerne essentiellement les premiers épisodes psychotiques ou les ultra-hauts risques de psychose. Et c'est le professeur Singh qui a été un des grands penseurs par rapport justement à cette coordination du passage de la pédopsie à la psychiatrie adulte. Donc ici, voilà, on va un petit peu plus développer cette coordination des soins et des grandes recommandations qu'on aurait à vous faire. Et peut-être que probablement, c'est des choses que vous faites déjà. Alors, d'où a débuté ces questionnements par rapport à ce passage-là? Il y a une grande étude qui a été débutée en 2014, qui a duré 5 ans dans 8 pays, dont la Belgique a fait partie du côté néerlandophone avec la KU Leuven, qui a évalué un petit peu justement comment se passait la coordination dans les soins au niveau pédopsie, psychiatrie adulte. C'est une problématique qui existe également dans d'autres soins somatiques, évidemment, la question d'un diabète juvénile, le passage chez un endocrinologue, etc. Mais nous, on est assez en retard quand même par rapport à ce passage-là. Et donc, qu'est-ce que cette étude a montré? C'est que c'est très, très mauvais. Dans 95% des cas, cette transition, elle n'a pas été préparée. Donc, il y a vraiment un passage à psychiatrie adulte de manière brutale. Il y a une certaine pression de la part des équipes pédopsychiatriques d'effectuer la transition à 18 ans. Alors, on a peut-être moins ça en Belgique parce qu'on est moins limité d'un point de vue légal. Mais, par exemple, en Angleterre, à 18 ans, c'est fini. Et ce n'est plus possible de suivre des jeunes. Et donc, il y a une obligation vraiment de transiter vers la psychiatrie adulte. En France, de ce que moi j'ai compris, en tout cas en discutant avec des collègues, c'est que finalement, les pédopsychiatres, ils s'occupent jusqu'à 15 ans maximum. Parce qu'il y en a tellement peu que c'est les psychiatres adultes qui prennent en charge les jeunes. En Belgique, voilà, on est moins rigide à ce niveau-là, et donc il arrive souvent quand même que des pédopsychiatres suivent jusqu'à 21, 22 ans des patients, mais n'empêche
qu'il faut quand même pouvoir faire cette coordination et donc pouvoir se dire que cette coordination ne doit pas forcément se faire à un âge rigide, mais plutôt dans cette période 16-24 ans. Il y a des barrières entre les services de pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. Alors, de ce que j'ai compris ici, on est le réseau psy-adulte pédopsy, ce qui est super chouette, qu'il y ait des choses qui se fassent en commun. Moi, à Bruxelles, je n'ai jamais réussi à contacter Brumenta, qui est le réseau de psychiatrie adulte. Ils ne travaillent pas avec Brustar. Voilà, c'est deux réseaux bien séparés et on n'a pas réussi. Brabant Wallon, ils travaillent côte à côte, ensemble, avec vraiment une réflexion tous ensemble. Et évidemment, c'est ce qu'il faut. On le remarque au niveau institutionnel aussi. Moi qui travaille dans un hôpital et qui ai travaillé dans d'autres hôpitaux, on voit souvent qu'il y a quand même la pédopsychiatrie, c'est une autre culture, c'est un autre monde que la psychiatrie adulte. Et il n'y a pas toujours parfois de contact, même d'entente. Ça peut même aller jusqu'à une certaine... on va dire, irritabilité entre deux services. Ça peut être très compliqué, parfois des mésententes institutionnelles. Donc tout ça favorise évidemment une mauvaise coordination. Et ce qui montrait également, c'est que il y a, pendant cette période de transition, il y a une augmentation encore plus du risque qui est une perte de continuité des soins. Cette période-là est vraiment à risque parce que le jeune est vraiment dans des grands changements. Il y a ce changement de la pédopsie à la psychiatrie adulte, mais il y a tout ce qui se passe dans sa vie qui fait que qui change également, et donc un risque de perte de suivi. Il y a une transition plus difficile pour ces patients qui souffrent de troubles neurodèves. Les patients avec un trouble émotionnel, de troubles de personnalité, on pense bien aux personnalités borderline avec leurs difficultés d'attachement, la création du lien qui a pris parfois du temps avec le pédopsychiatre et le passage finalement à un psychiatre adulte pour refaire émerger toutes ces angoisses d'abandon. Et donc, période plus à risque aussi pour ces patients-là. Et donc, il y a vraiment un risque d'arrêt. Souvent, il y a un relais par le médecin généraliste, mais qui n'a pas été préparé. Et le médecin généraliste, lui, qui n'a pas toutes les clés en main. Et alors, un risque, évidemment, de dégradation au niveau de la symptomatologie. Et donc, quand on parle de la transition pédopsychiatrie vers psychiatrie adulte, je ne parle pas seulement au niveau des psychiatres, je parle au niveau des équipes, je parle au niveau des institutions, etc. Mais le passage des soins pour enfants, adolescents, aux soins adultes. Donc, il n'y a pas que des médecins, je ne pense pas qu'il y ait que des médecins dans l'auditoire, ça concerne également ce passage d'une structure à l'autre. Parfois, la question d'une structure SAJ à rien, ou la possibilité quand même d'être suivi jusqu'à 21 ans, mais il y a quand même une préparation à faire, évidemment, pour la suite. Et donc, cette étude montrait que, au moment de cette transition, il y a vraiment une perte de la qualité de vie. Il y a environ, à cet âge pivot, quand même 10% qui vont rester finalement dans la pédopsychiatrie. Seulement 20% vont aller vers la psychiatrie adulte. Et toute une partie, tout le reste, ils vont interrompre leurs soins ou avoir un suivi décousu. D'un point de vue plus expérientiel, c'est que finalement, il y a la question du passage de consultation d'une équipe à l'autre, mais il y a aussi quand il faut hospitaliser un jeune, où là, on est dans quelque chose quand même qui est beaucoup plus rigide. Une équipe pédopsie prend rarement quand même un jeune jusqu'à 22 ans. Et donc, ces jeunes vont se retrouver dans une équipe adulte où ils vont se retrouver avec des patients avec une moyenne d'âge de 50 ans. Et quand ça n'a pas été préparé, c'est un choc pour ces jeunes, un choc. On a été faire une présentation à Dave et ils avaient invité justement une jeune pour parler de son expérience, qui était très chouette finalement d'avoir des jeunes qui puissent participer à ce type de séminaire, et qui expliquait, elle avait 18 ans, et c'était un moment de crise où elle n'allait pas bien et il a fallu trouver une hospitalisation. Et où elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée tout d'un coup dans une unité adulte, où là, elle était parfois avec des patients qui sont vraiment dans des états sévères, où ça a été très, très compliqué, très, très mal vécu, où finalement, quand même, les équipes pédopsychiatriques ont pu soutenir cette jeune et elle a pu réinvestir des équipes pédopsie, mais montrait bien, elle expliquait bien que cette non-préparation avait été vraiment une période de grande angoisse pour elle. Moi, j'ai suivi des jeunes qui sont tout d'un coup, alors la question des mises en observation, là, c'est le sommet
en termes de problèmes de coordination. On se retrouve avec des jeunes, 18 ans, grosse décompensation, mise en danger, refus de soins, mise en observation. Ils se retrouvent dans une unité avec des malades très sévères. Et comment faire pour récupérer, continuer les soins, de maintenir l'alliance thérapeutique avec ces jeunes. Et donc, il y a tout un questionnement à avoir de qu'est-ce qu'on peut faire dans les milieux hospitaliers aussi. Est-ce qu'il faut forcément prévoir des unités d'hospitalisation pour ces jeunes? Alors, ça se fait, hein, il y a des initiatives, il y a à Namur, il y a à Dave, il y a à Bruxelles également, mais ce n'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible parce que les lits, on sait très bien, on ne peut pas les multiplier. Et donc, toute la question est d'avoir des réflexions aussi de comment accueillir ces jeunes qui n'ont pas le choix, vont arriver dans une unité d'adultes et en tout cas pouvoir proposer en tout cas des modules de prise en charge plus spécifiques à leur âge. Et donc, pour la coordination des soins, ce qu'on a fait un peu, c'est un peu une to-do list hein, finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et comment faire. Donc, première chose, évidemment, c'est d'évaluer s'il y a la nécessité de la poursuite d'un suivi. Pour certains, c'est plus forcément nécessaire. On peut mettre fin aussi. Donc, il y a aussi, je pense que ça, en tant que pédopsychiatre, même psychiatre adulte, on arrive parfois à des fins de suivi, mais c'est coordonner ceci. Mais s'il y a besoin de poursuivre le suivi, c'est évidemment de réfléchir vers quel professionnel on va envoyer. Tout psychiatre adulte n'est pas à même de prendre un jeune adulte ou n'en a pas envie. Je pense qu'il y a la question aussi de prendre conscience d'avoir un point de vue plus développemental et de ce moment un peu charnière de cet âge. Et puis la question de la clinique aussi. Donc c'est de pouvoir également se faire un réseau de professionnels autour de soi pour savoir vers quel professionnel on peut l'envoyer. Mais il n'y a pas que ça finalement. C'est aussi la poursuite d'un suivi, il faut le réfléchir aussi en termes de la vie du jeune, où est-ce qu'il en est au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau amical. Tout ça vont être aussi des facteurs qui vont influencer cette coordination des soins. Et donc l'idée de vraiment planifier parfois suffisamment longtemps à l'avance, pour certains, ça va être 2 ans. J'avais la collègue qui présentait ici avec moi, elle a eu une patiente où ça a pris 2 ans pour finalement arriver vers la psychiatrie adulte. Et donc, il sait s'adapter finalement aux besoins du jeune, au moment du jeune et de la famille. Il y a des moments, par exemple, le passage à l'université peut être une période justement de passage à la psychiatrie adulte parce que le jeune qui est, alors à Liège, vous avez l'université directe, mais à Bruxelles, il y a des jeunes qui vont aller à Louvain-la-Neuve, qui vont coter à Louvain-la-Neuve, et donc ils n'auront plus la possibilité d'aller voir leur pédopsychiatre qui se trouve sur Bruxelles. Et donc ça va être une période qui va nécessiter finalement, par certaines obligations, ce passage à la psychiatrie adulte. La nécessité, donc une fois qu'on a planifié, qu'on a organisé, qu'on a discuté avec le jeune, évaluer cette nécessité de poursuite du suivi, c'est la question d'un rapport de suivi. Souvent, les jeunes se plaignent que je vais devoir tout raconter. C'est compliqué. Et puis le psychiatre adulte qui récupère, j'ai rien comme note. Et donc, il est obligé il ne connaît pas le patient. Et donc, de pouvoir quand même rédiger un rapport, discuter avec le jeune, de savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Peut-être pas seulement parler de la pathologie, des problématiques, mais aussi peut-être de notifier les points forts du jeune, quelles sont ses compétences, son parcours, ses objectifs à lui. Évidemment, noter le plan de traitement, l'évolution de manière résumée du jeune durant son suivi, l'évaluation des risques, s'il y a des risques, quels sont les moments à risque d'abus, à risque de passage à l'acte, et éventuellement un plan de crise qui est discuté, qui pourra être réutilisé au moment de la passation, puisque ça peut être un moment de crise où il y a plus de risques de dégradation de l'état. Au niveau du suivi, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire parfois des soins en parallèle. Et donc de pouvoir déjà programmer un rendez-vous chez le psychiatre adulte, surtout que parfois ça prend, comme vous disiez, ici dans la région, 9 mois, 1 an. Bon, à Bruxelles, on a cette chance-là que ce ne soit pas aussi long.
mais c'est de pouvoir organiser un rendez-vous chez le psychiatre adulte et pouvoir poursuivre en consultation pédopsie. Et quand je parle pédopsie, ça peut être psycho aussi, psycho de l'enfant et de l'adolescent, mais ce passage-là qui est des soins parallèles. Pour exemple, moi j'ai longtemps suivi une jeune qui était dans un centre de jour pour adolescents et grands adolescents, et je la suivais en psychiatrie adulte. Et donc il y a vraiment eu une prise en charge parallèle entre les deux équipes qui finalement a été positive pour la jeune et qui s'est fait vraiment en douceur progressivement. Pouvoir organiser évidemment des concertations, des moments de réunion tous ensemble, où le pédopsychiatre ou en tout cas le soignant pédopsychiatrique et le soignant adulte puissent se rencontrer avec le jeune et la famille. D'essayer d'inclure la famille, évidemment, avec l'accord du jeune, surtout s'il est majeur. Et ça aussi, en tant que psychiatre adulte, on n'a pas forcément les mêmes réflexes. On n'invite pas forcément la famille en entretien parce qu'on est face à la plupart du temps de majeurs où le temps imparti ne le permet pas. On a les questions aussi financières, la nomenclature, c'est souvent une demi-heure en pédopsychiatrie. Ça permet aussi d'avoir plus de temps en consultation. Et donc il y a des choses aussi à ce niveau-là, alors je me permets d'avancer un peu, c'est qu'il y a quand même eu dans ces groupes de travail où il y a eu quand même une demande au niveau de la nomenclature pour les consultations, etc., justement de pouvoir permettre d'utiliser de la nomenclature pédopsychiatrique jusqu'à l'âge de 23 ans, ce qui va permettre quand même de... Voilà, parce que malgré tout, l'argent, c'est un peu parfois le nerf de la guerre pour les institutions. Et donc, c'est des choses qui vont permettre aussi de pouvoir mieux coordonner et de pouvoir faire des concertations entre les plusieurs équipes. Et ne pas oublier, encore une fois, la question de la paire aidance, d'utiliser des pairs aidants, justement, qui puissent partager leurs expériences au niveau de ce passage de coordination, qui peuvent être une aide dans ce passage. Donc les mots-clés, un peu l'autonomie, c'est évidemment travailler l'autonomie du jeune et qu'il puisse se responsabiliser et s'autonomiser par rapport à cette ce passage. La question du temps, donc c'est le temps du jeune et de la famille et moins le temps des institutions. Alors parfois, à un moment donné, il faut évidemment, parfois ça peut durer, et en fonction des difficultés du jeune, il faut pouvoir à un moment donné pouvoir mettre un petit coup, mais c'est quand même faire en fonction plutôt du jeune. La question de l'information, donc vraiment de ce rapport de transition, pouvoir organiser des réunions. Et la question d'avoir des dossiers informatisés. Ce n'est pas partout le cas, mais le dossier informatisé, évidemment, il permet le partage d'informations. Donc la question du support. Donc comme je vous disais, le rapport de transmission, au minimum un plan de traitement des objectifs, l'évolution, les points forts du jeune, ses points faibles, l'évaluation des risques et un plan de crise. Alors ça, c'est au niveau du patient, mais il y a également au niveau des institutions. Donc d'avoir une idée aussi, évidemment, d'une cartographie un peu de toutes les structures qui prennent en charge ces jeunes et de pouvoir aussi avoir une offre de prise en charge qui doit être accessible pour les jeunes jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qui est souvent qui est problématique. Pouvoir gérer justement ces changements d'autonomie, avoir des directives assez claires, au niveau des institutions, les directives par rapport à cette coordination, faire attention à la question de l'autostigmatisation, puisque les jeunes vont avoir tendance à se dire, je devrais pouvoir le faire moi-même, prendre rendez-vous chez le psychiatre ou chez le psychologue, comment envoyer, mais c'est compliqué. Donc pouvoir accompagner ces jeunes, de ne pas forcément, allez, tu es indépendant et maintenant vas-y, non. Et d'utiliser justement le rôle des pairs pour permettre cette coordination, former les différents travailleurs justement à cette période-là de vulnérabilité et vraiment de manière structurelle amener à ce que les jeunes participent à cette problématique-là et à ce passage. Et donc, un petit rappel ici pour les soutiens par les pairs, ça peut prendre diverses formes. Ça peut être un père aidant, mais ça peut être aussi un patient ressource. On parle en France parfois de patients experts. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un soutien qui est fourni par des personnes qui ont
qui ont eu un problème de santé mentale ou une maladie mentale. Donc, la pérédance adulte, bref rappel au niveau définition, hein, mais il se rapporte vraiment à son propre savoir expérientiel. Donc c'est pas ses expériences et ses émotions, ses connaissances, et il va en faire profiter ses pairs, il va interagir et les soutenir. C'est pas seulement du témoignage, évidemment. Et donc, ça a diverses compétences. Hein. Ça permet d'avoir une stratégie de prévention efficace, la pérédance. Ça atténue souvent les effets d'événements difficiles. Ça favorise l'autonomisation. Ça augmente vraiment la capacité. Les études ont montré que ça augmentait la capacité des patients à gérer leur maladie, leur traitement. Ça les aide à mieux maîtriser leurs symptômes. Ça diminue évidemment la stigmatisation. Ça prévient les hospitalisations en psychiatrie. Et ça améliore la qualité de vie. Alors, ça, c'est pour la pérédance en adulte. La pérédance pour les jeunes en transition, évidemment, là, on ne va pas demander la même chose qu'au niveau des adultes. Au niveau formation, il n'y a pas... Parce que souvent, quand on demande à un pérédant, il faut avoir un diagnostic, il faut avoir un rétablissement. Ici, ou une rémission longue, ici, il n'y a pas nécessité forcément de présence de diagnostic et de rémission longue, mais plutôt vraiment avoir des compétences, plutôt de connaissance de soi, une certaine autodétermination, des traits communs avec les jeunes qui vont être aidés, une bonne connaissance de soi. Et donc, les pérédants en transition, ils vont vraiment se focaliser évidemment sur les problèmes des adolescents, des jeunes adultes. Il faut qu'ils soient impliqués dans les services de santé mentale et vraiment de manière en fait plus large. Hein, c'est de les inclure vraiment dans tous les services d'aide à l'enfance et à la jeunesse. Et évidemment, ça ne concerne pas que les troubles psychiatriques, ça peut concerner tout ce qui est maladie somatique, les travailleurs du sexe, tout ce qui est usagers de drogue. Et donc, ça, c'est déjà pas mal à implémenter en Canada. C'est vraiment une ressource pour les questionnements, justement, en transition, et de pouvoir s'appuyer sur les témoignages de ces jeunes qui sont passés de la pédopsie à la psychiatrie adulte et en retirer finalement des choses pour pouvoir développer des recommandations. C'est vraiment que ça crée un pont entre le monde des jeunes et le monde des adultes, parce qu'en tant que tel, on n'est plus à cette période-là et donc on ne sait plus finalement quels sont leurs besoins. Et ça encourage et ça suscite évidemment l'espoir chez ces jeunes qui souffrent de problèmes psychiques. Et donc voilà, ça nécessite quand même un statut. Hein, il faut qu'il y ait un statut clair à ce niveau-là pour un pérédant. Il faut évidemment derrière ça une formation. Un patient qui soit stable, peut-être pas en rémission, mais en tout cas stable, ça nécessite de la supervision, des compétences, évidemment des rôles et des responsabilités. Donc c'est toutes des choses à mettre en place et qui prennent du temps. Alors, je reviens un peu sur l'étude Milestone, justement, par rapport à cette coordination. Et suite à cette étude, ils ont développé un outil, qui est l'outil TRAM, qui est un peu un passeport de transition, et qui permet d'identifier les jeunes pour qui la transition est le moment, est approprié. Et donc, actuellement, cet outil, il n'est pas encore disponible, mais ça peut être un outil intéressant à utiliser en clinique. A priori, il serait gratuit. Et en même temps, il s'agit quand même de bon sens. Donc, je vais vous énumérer un petit peu ce qu'il en ressort, mais ça peut être un peu de manière un petit peu plus automatique. En fait. Ça aboutit à quelque chose de plus automatique. Donc, qu'est-ce qui est dans cet outil, qu'est-ce qui est important? Ils sont surtout les symptômes expérimentés par le jeune, la présence de troubles mentaux. Ils évaluent tout ce qui est les difficultés dans leur fonctionnement, les facteurs de risque, les facteurs qui vont affecter éventuellement les symptômes, le système de soins, les facteurs du système de soins qui peuvent affecter cette transition, s'il y a des barrières au fonctionnement, s'il y a d'autres changements de vie. Et donc, ça met en avant les choses qui vont être compliquées ou qui vont freiner à une transition. Donc ça se présente un peu comme ça, où c'est le jeune qui va répondre à ces questionnaires, mais également la famille, ou en tout cas les personnes ressources, et le clinicien, qui va énumérer une certaine série de symptômes. Et donc, ce qu'on retrouve, voilà, ça peut être aussi intéressant dans la clinique finalement, parce que parfois, la perception des uns et des autres n'est pas toujours la même. Ici, dans un exemple ici, ce qui va être le plus problématique probablement pour la question de la transition, c'est pour le parent, ça va être le trouble de personnalité, pour eux qui est problématique. Tandis que pour le clinicien, c'est surtout les symptômes dépressifs qui, selon eux, va provoquer des difficultés dans cette coordination.
on a les facteurs de risque expérimentés par la personne. Est-ce que le stress pourrait être une source de mauvaise coordination, la présence d'idées suicidaires, d'automutilation, l'expérience de discontinuité, et s'il y a des difficultés propres à l'individu, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du sommeil, au niveau familial, tout ça vont être des sources de stress qui vont peut-être postposer le moment de la transition pour le jeune. Et enfin, des éléments plus fonctionnels par rapport à la question de la motivation, de la coordination, la présence d'un support social autour, et donc toutes des choses sur lesquelles qui vont être des petits tips à se dire attention, là, c'est problématique, d'abord travaillons ceci avant de pouvoir amener une transition positive pour le jeune. Et donc, des pistes pour la transition, c'est offrir une prise en charge accessible pour ces jeunes jusqu'à 25 ans, et donc d'avoir des admissions un peu flexibles entre les structures pédopsychiatriques et psychiatrie adulte, une coopération évidemment entre les secteurs de santé mentale, mais les secteurs de l'aide à la jeunesse. Et évidemment, pas toujours se focaliser exclusivement sur la question psychiatrique, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'environnement et les tâches sociales du jeune et les tâches de son développement, la question de... Et ça, en tant que psychiatre adulte, on y pense moins, mais c'est comment il va faire pour étudier, dans quel contexte, comment il va faire pour vivre au niveau financier, au niveau de ses activités de jour, au niveau du travail, et d'avoir vraiment une vision, ça semble logique, mais holistique du patient et pas seulement d'un point de vue clinique. D'utiliser vraiment le partage d'expériences, si pas de père aidant, en tout cas au moins des partages d'expériences, impliquer les jeunes dans l'élaboration des questions politiques. Alors finalement, ça n'a pas été fait, nous, dans notre groupe de travail, d'avoir des jeunes qui participent à cette élaboration des recommandations, mais en tout cas, d'un point de vue institutionnel ou même d'équipe, c'est de pouvoir impliquer certains jeunes dans les questionnements et dans certaines recommandations. Et évidemment, coopérer, ça semble logique, et coopérer et communiquer entre les réseaux d'enfants et d'adolescents et les réseaux d'adultes. Au niveau des points d'action, donc au niveau, on va dire politique, c'est pas vraiment politique, mais c'est là vraiment quand même d'utiliser quand même un peu des protocoles, des choses claires, comme je vous ai transmis un petit peu pour favoriser cette coordination. Il y a évidemment la question des financements pour permettre des réunions multidisciplinaires. Alors maintenant, l'avantage avec le Covid, c'est qu'on a été habitué à visioconférence. Donc peut-être que ça peut être aussi être moins un frein, en tout cas, à ces réunions, parce qu'on peut faire des réunions multidisciplinaires avec le jeune, avec la famille, en visio. Alors, ce n'est pas la même chose qu'en présentiel, mais voilà, ça peut se faire et on est plus habitué, on est un peu plus à l'aise. Tandis qu'avant, il fallait que tout le monde se déplace et donc ça faisait 3 mois pour trouver une date qui convenait à tout le monde. La nécessité de formation, et donc là, sous l'initiative de la chaire, c'est vraiment pouvoir former les travailleurs à cette période-là. Au niveau des services, évidemment, d'avoir un dossier informatisé, de s'adapter, que l'âge de transition, il s'adapte aux jeunes et pas à l'institution. D'avoir des limites assez flexibles, de ne pas être dans une certaine rigidité, parce qu'il y a des jeunes à 15 ans, ils pourraient déjà transiter vers un psychiatre adulte s'il a cette sensibilité de la psychiatrie de transition. Pourquoi pas ? Si on est surtout déjà, en plus, avec des patients qui ont peut-être eu déjà une première décompensation, mais avec un psychiatre qui a peut-être cette vision un peu plus développementale du jeune, cette vision avec inclusion des familles et des pairs. Au niveau individuel, prendre en compte les caractéristiques du jeune, l'implication des parents, et ça c'est le psychiatre adulte, attention, prendre en compte les parents. Et il y a des moments, évidemment, il y a des jeunes où les parents vont être moins présents, mais quand on pense par exemple à une anorexique, où on est quand même dans des relations beaucoup plus proches, beaucoup plus fusionnelles aux parents, les parents vont être beaucoup plus inclus que si on est dans d'autres problématiques. Il y a un jugement clinique aussi. Parfois, la clinique, elle nécessite la poursuite du suivi pédopsie et c'est pas le moment, en fait, d'un point de vue clinique, de passer à la psychiatrie adulte. Voilà un peu pour résumer ce que j'ai dit au niveau de la coordination des soins. Pour terminer ici cette première partie, je veux rapidement vous parler des projets de recherche qui sont en cours. Donc mes collègues, le docteur Johanna Rez et le docteur Marchini,
ont débuté en 2019 une étude longitudinale qui évalue un peu les facteurs de risque de développement d'une psychopathologie à l'âge de transition. Et donc, ils prennent deux populations. Ils ont pris des jeunes de 17 ans, dès qu'ils ont un suivi, et d'autres populations contrôle, qui vont re-rencontrer à partir de cette année pour les réévaluer 2 ans plus tard. Et donc, le premier objectif, c'est d'évaluer un petit peu la qualité de vie à cette période-là. Et le second objectif, c'est d'évaluer s'il y a des facteurs de vulnérabilité au niveau environnemental, au niveau des symptômes présence de symptômes internalisés, externalisés, s'il y a des facteurs protecteurs aussi qui vont diminuer le risque de développer une psychopathologie justement durant cette période de transition, et une évaluation également des fonctions cognitives. L'étude est en cours, donc il n'y a aucun résultat actuellement que je peux vous donner, donc ce sera donné au colloque et ça pourra aboutir justement à des recommandations au niveau de la prise en charge. Et une seconde étude qui a déjà commencé, qu'on a déjà des résultats, qui est la question de... Parce qu'il y a une clinique de transition qui a été mise en place dans les 4 services ici présents, et donc avec un dispositif justement pour ces jeunes de 16-24 ans. Et donc là, c'était d'un peu voir quels sont les trajets de soins psychiatriques chez ces jeunes en Belgique francophone. Et là, ça correspond quand même que à la clinique bruxelloise. Donc Belgique francophone, c'est un peu large, mais voilà. Et donc, ils ont vu de manière rétrospective des jeunes entre 2019 et 2021. Et donc là, on se retrouve que dans ces consultations, ces patients qui se présentent à cette consultation de transition, c'est essentiellement des filles avec un âge moyen plus ou moins de 19 ans. La plupart sont des patients qui sont nés en Belgique et souvent, ils ont quand même, au niveau éducation, ils sont dans des études supérieures. Et donc, la plupart du temps, ils sont étudiants. Et donc là, ils ont un peu analysé quel est le type de demande, pourquoi ils venaient, quelles étaient les situations cliniques et les soins qui ont été proposés, et les orientations médicales. Alors, au niveau des résultats, au niveau de ces 250 patients qui ont été vus en consultation, pour 20%, c'est souvent les médecins généralistes qui ont envoyé ces patients à cette consultation, 11% de psychologues et alors 18% de pédopsychiatres. C'est très peu de psychiatres adultes, évidemment, puisqu'ils sont déjà passés à la psychiatrie adulte et donc il n'y a peut-être pas besoin de cette clinique transitionnelle. Dans les demandeurs, c'était la majorité quand même le jeune même qui était en demande de consultation, et puis c'était la famille dans un second temps. Au niveau des symptômes présents, en tout cas des plaintes du patient, c'était essentiellement des problèmes de symptômes internalisés de type anxiété, dépression, et beaucoup moins tout ce qui est externalisé, et seulement 10% de symptômes psychotiques. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a quand même 20% qui ont interrompu leurs soins. Et donc, il y a que 4% qu'ils ont renvoyés en pédopsychiatrie, et la plupart ont été poursuivis dans ce suivi de clinique transitionnelle. Et donc, par rapport à l'orientation médicale, les facteurs qui n'étaient pas vraiment significatifs, c'est la question d'être le type de symptômes, ça n'avait pas de lien avec, en tout cas, ce qui était proposé comme suivi, ni même le type de symptômes. Donc voilà, ça c'est une étude et on est en train de la poursuivre également pour évaluer un petit peu d'autres facteurs de risque à ce moment-là. Et donc, par rapport à cette recherche, ce qu'ils en ont conclu, c'est quand même toute l'importance d'améliorer l'accès aux soins pour cette tranche d'âge, vraiment de sensibiliser les équipes, et c'est ce que je viens faire ici, de pouvoir qu'il y ait ce type de dispositifs un peu innovants qui existent, et d'encourager plutôt à des soins vraiment spécifiques à cette période d'âge, avec des soins qui vont être plus individualisés. Et donc, voilà, il va falloir mieux comprendre quels sont les facteurs décisionnels qui vont pouvoir permettre de proposer quel type de prise en charge, est-ce qu'on vers une clinique transitionnelle, vers la psychiatrie adulte, et quels sont les facteurs décisionnels. Alors, il y a eu une étude sur la résilience également, et pour le moment, il y a d'autres études en cours dans cette clinique transitionnelle moi je fais une étude sur les facteurs prédicteurs de l'impulsivité, justement chez ces patients avec une personnalité borderline entre 16 et 30 ans. Et enfin, également, une étude qui n'a pas encore commencé, celle-ci, qui est sur l'impact de l'intervention précoce sur l'impulsivité, justement, chez des jeunes borderline entre 14 et 21 ans.
Et mon collègue, le docteur Timothy Enby, qui a débuté une étude sur la question de la santé mentale des jeunes et le lien avec tout ce qui est réseaux sociaux et TikTok et l'influence de TikTok, puisqu'on a vu apparaître quand même des jeunes qui viennent déjà avec un diagnostic, parce que sur TikTok, ils se sont reconnus avec des tics, les tocs. Alors moi, j'ai eu le trouble dissociatif de l'identité, hein, je ne sais plus comment elle s'appelle, OCN ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, d'étudier un petit peu ce phénomène-là qui n'est pas du tout étudié et pourtant qui a une grosse influence. Et nous, moi, voilà, TikTok, je ne suis pas sur TikTok et donc c'est des choses où tous ces réseaux sociaux ont beaucoup de conséquences parfois sur le suivi et sur une solide influence sur ces jeunes. Donc merci d'être toujours présent et de tenir le coup. Donc ici, je vais vous parler rapidement, c'est très très résumé, donc ça va vous donner un goût amer parce que finalement, comme je vous dis, cette problématique-là nécessiterait plusieurs heures. Mais c'est de parler un petit peu des soins spécialisés à l'âge de transition, puisque comme je vous ai expliqué, cette période 16-24 ans est une période de grande vulnérabilité clinique de par les modifications neurodéveloppementales, d'où peut-être l'importance de pouvoir mettre en place des prises en charge plutôt préventives pour éviter l'émergence de psychopathologies de l'âge adulte. Alors, est-ce qu'on peut prévenir, est-ce qu'on peut empêcher la transition vers une maladie psychiatrique? Ça reste un questionnement. En tout cas, on peut au minimum le retarder et donc préserver le fonctionnement du patient. Et donc, à l'instar un petit peu de la médecine somatique, s'est développée en psychiatrie la notion de stadification de la maladie pour permettre des soins beaucoup plus individualisés du patient, non pas seulement sur une approche symptomatique, mais aussi dans les stades de la maladie. Et la psychiatrie de transition, ce serait plutôt une prise en charge de prévention et de détection précoce qui serait à des stades 1 et 2 de la maladie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces différents stades, mais plus on voit une aggravation dans les stades, et donc on passe du stade 1 à 2 et 3, au-delà cliniquement, on va avoir de plus en plus une clinique plus prototypique en fonction des critères diagnostiques qu'on a en psychiatrie. On va voir également une perturbation du fonctionnement plus importante, avec une détérioration du fonctionnement et donc un impact au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial, une aggravation aussi du risque risque de comorbidité, mais aussi de dépendance aux substances qui vont s'aggraver avec l'évolution de la maladie. Et enfin, une aggravation des fonctions cognitives. Et donc, aller détecter de manière précoce la maladie, c'est aussi permettre d'éviter une dégradation du fonctionnement, mais aussi une dégradation des fonctions cognitives et toute l'importance de ce capital mental à préserver. Et donc, au niveau de la stadification, pourquoi on a commencé à stadifier? Parce que, comme je vous ai dit, ça permet des soins individualisés. Et aussi, comme dit précédemment, parce que la clinique à un stade précoce ne correspond pas à la pathologie d'un adulte plus âgé. Et donc, le stade 1, ce sont plutôt des jeunes, souvent des adolescents, qui vont présenter une souffrance et présenter des symptômes à bas bruit qui peuvent être dépressifs, anxieux, mais qui ne présentent pas encore de perturbations au niveau des fonctionnements cognitifs. Et donc, on va pouvoir proposer là plutôt des prises en charge plus individualisées en fonction de la problématique du jeune. Le stade 1B, quant à lui, où là, on parle déjà de notion de patients à haut risque, les états mentaux à haut risque de pathologie mentale sévère de l'adulte. Et ce sont des jeunes où on voit déjà quand même une souffrance significative. Ce sont des jeunes qui sont en demande de soins, où on a présence de symptômes qui sont parfois spécifiques et certains plutôt des symptômes parfois atténués de psychose, d'hypomanie, manie. On retrouve aussi des patients qui semblent avoir un comportement de type borderline, des troubles alimentaires, et qui ont déjà des perturbations au niveau de leurs fonctions cognitives, plutôt les fonctions exécutives, mémoire, concentration. Et enfin, le stade 2, qui est les premiers épisodes de décompensation. Et donc là, je parlais dernièrement avec
là tout de suite avec l'équipe Ecotone qui s'occupe justement de ces premières décompensations psychotiques. Et donc, eux, ils agissent plutôt au niveau du stade 2. Et la psychiatrie de transition, c'est vraiment pouvoir agir et travailler sur la détection précoce de ces patients à un stade 1 et stade 2 de la maladie pour éviter une dégradation avec des patients qui vont se présenter après stade 3. On est plutôt avec des patients qui vont avoir une récurrence des décompensations. Et puis enfin, des patients très sévères qui n'ont plus de rémission, alors que l'objectif, mon objectif en tant que psychiatre, c'est vraiment une rémission complète, mais on arrive parfois à des patients où on n'arrive plus à avoir une rémission, où on a travaillé sur plutôt l'acceptation de la pathologie et toutes les conséquences que ça va avoir avec des patients qui sont souvent finalement résistants au traitement. Et donc, c'est développé la notion d'ultra haut risque et plus spécifiquement les ultra hauts risques de psychose sous l'égide du professeur Magori, mais surtout du côté francophone en France avec le professeur Krebs qui a développé des équipes d'intervention, de détection précoce et d'intervention précoce, donc qui va détecter ces patients ultra hauts risques de psychose, mais il va également proposer des soins spécifiques aux premières décompensations psychotiques. Et donc, c'est sortir un petit peu de cette vision un peu rétrospective des prodromes. En tant que psychiatre adulte, on retrouve ces patients où on se dit, mais oui, il a 30 ans, là, c'est son deuxième épisode maniaque. Mais quand on voit un peu son adolescence, on retrouve déjà une instabilité de l'humeur. On se dit, mais effectivement, il y avait déjà quelque chose où ces patients, première décompensation psychotique, et puis finalement, si on fait une anamnèse et une anamnèse développementale, on voit également c'est la présence de prodromes et on se dit, mais pourquoi ne pas avoir agi avant ces premières décompensations? Et donc, c'est l'idée vraiment d'avoir une vision plus prospective de la maladie et d'évaluer ces patients qui sont à haut risque de maladie mentale. Et ici, ce qui s'est surtout développé, donc, c'est les hauts risques de psychose. Alors pourquoi aussi? Parce que la clinique le montre, mais aussi la littérature, la recherche, c'est que finalement, on se retrouve avec des patients psychotiques qui ont souvent la moyenne de non-traitement, c'est quand même environ 1 à 2 ans. En tout cas, pour la France, pour la Belgique, je n'ai pas les chiffres, mais ça doit être l'équivalent, si pas peut-être plus. Et donc, toutes les conséquences que ça va avoir finalement de ces patients qui ont décompensé et qui sont non traités de manière de longue durée. Et un retard de prise en charge de la psychose, qu'est-ce que ça a comme conséquence? On voit une augmentation des risques de tentatives de suicide, la dépression, parce qu'une des plaintes de ces patients, c'est aussi ces affects dépressifs qui les empêchent de fonctionner, les risques de dépendance aux substances, souvent une addiction assez importante au cannabis, une augmentation des troubles cognitifs, avec des troubles de la mémoire, les troubles de la concentration, dont les patients se plaignent, une interruption, ça favorise une interruption de la scolarité, ou des problèmes familiaux, sociaux, une interruption au niveau de la vie professionnelle qui va aggraver finalement encore plus le trouble. Des difficultés au niveau familial, souvent des difficultés avec les parents, etc., avec les petits amis, les amis. Et on peut voir apparaître également déjà des résistances au traitement, des rémissions plus lentes et moins complètes. D'où l'idée d'avoir des équipes d'intervention pour les premières décompensations, mais même en aval, de pouvoir détecter ces patients qui vont être à risque de psychose et donc pouvoir intervenir dès la première décompensation très très rapidement. Et enfin, les retards de prise en charge, évidemment, ça augmente le risque d'une diminution de l'adhésion au traitement et un risque augmenté de rechute. Alors, qu'est-ce que c'est un haut risque? Alors, c'est pas... il y a certaines définitions, mais tout patient ne va pas être à haut risque de psychose, donc il y a certaines définitions par rapport à ça. Il doit avant tout, surtout, avoir un patient qui a une souffrance, un patient qui est en demande de soins, qui a des difficultés, qui présente une certaine symptomatologie et qui doit avoir une détérioration déjà de son fonctionnement. Au moins, alors de manière théorique, c'est au moins 30% de détérioration de son fonctionnement sur la dernière année. Et donc les ultra hauts risques, ce sont ces patients qui ou soit ont déjà présenté un épisode psychotique bref de rémission vraiment spontanée, donc de moins d'une semaine, donc ça ne correspond pas à l'épisode psychotique bref selon le DSM,
ou à des patients qui présentent également, donc qui ont cette souffrance, qui ont une détérioration de leur fonctionnement, mais qui présentent également des symptômes atténués de la psychose. Ça, ce sont des patients qu'on va définir comme ultra haut risque. D'autres ultra hauts risques qu'on peut définir également, ce sont ces jeunes qui ont une souffrance, qui présentent une problématique et qui ont des parents schizophrènes. Donc ces jeunes-là vont être considérés comme des ultra hauts risques au niveau génétique, puisque ça a montré qu'il y a plus de risques de transition. Et enfin, et là ça se discute encore, c'est la question des patients avec un trouble de la personnalité schizotypique, associés à une souffrance, qui peuvent être aussi également considérés comme des ultra hauts risques. Et donc ces ultra hauts risques, selon ces critères-là, si on continue à les suivre, environ 30% de ces patients-là ont un risque de transition dans les 2 ans pour un premier épisode psychotique. Les premiers épisodes psychotiques, ça ne veut pas dire que c'est des schizophrènes ou des bipolaires, on ne sait pas. Ça pourrait évoluer plutôt vers de la bipolarité également. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un diagnostic probabiliste, mais pour en tout cas retarder cette transition en proposant des soins spécifiques à cette problématique. Et donc, quels sont ces signes cliniques? Alors, on retrouve dans les prodromes très précoces des patients qui vont présenter un retrait social, qui vont avoir une dégradation de leur fonctionnement, comme je vous avais dit, tendance à une humeur dépressive, des difficultés de concentration, de l'anxiété, peut-être de la méfiance, des problèmes de sommeil, souvent, une diminution de la motivation. Enfin, ça, c'est des choses que tout adolescent peut vivre, évidemment. On a les prodromes tardifs qu'on va voir apparaître plus tardivement. Donc, c'est sur une question dans on va dire les ultra hauts risques, les périodes de prodrome, c'est sur les 5 premières années de la maladie. C'est plutôt des patients avec une diminution de l'hygiène personnelle, qui vont présenter déjà des bizarreries du comportement, des discours parfois un peu vagues, quelques désorganisations, une pensée magique, des croyances parfois bizarres, des affects parfois inappropriés et des expériences perceptives inhabituelles, mais qu'on ne peut pas catégoriser, nous, en tant que psychiatres adultes, de psychose. Ils ont déjà des symptômes psychotiques, mais à bas bruit, atténués, vraiment infraliminaires. Et bon, pour cela, c'est développé, là j'ai déjà un petit peu expliqué, des évaluations structurées pour pouvoir évaluer ces jeunes à haut risque. Et ces évaluations ont montré un risque prédictif, ont été validés, etc. Donc, ils ont vraiment, comme je vous dis, un patient haut risque psychose, 30% va développer un premier épisode psychotique, mais certains d'autres, où il y a 30% qui vont garder comme ça des symptômes à bas bruit, ou dans ces 30%, certains qui vont finalement complètement être en rémission et ne vont pas présenter de pathologie. Et dans les 30 autres pourcents, ce sont des patients qui vont développer d'autres types de maladies mentales, comme des dépendances aux substances, des troubles dépressifs importants, etc. Et donc, a été développée une échelle. Alors ici, je vous présente rapidement la CARMS, qui est une échelle donc, qui a évalué un petit peu tous les symptômes prodromiques qui étaient présents dans un grand échantillon de patients psychotiques, et qui évalue d'abord la présence de symptômes positifs. Et dans ces symptômes positifs, c'est la présence éventuellement de troubles du contenu de la pensée, avec une certaine perplexité, des idées un peu bizarres, qui peuvent être présentes sur la dernière année, mais pas de manière continue. Il évalue également la question des idées qu'on qualifie de non bizarres, donc les idées de méfiance, de culpabilité, les idées nihilistes, les idées de jalousie, etc. Et d'autres. Et encore une fois, c'est évalué en fonction de la fréquence et de la durée de la présence de ces signes. Évalue également la question des anomalies perceptuelles, donc qui peuvent avoir des modifications au niveau de l'ouïe et qui peuvent aller jusqu'aux hallucinations. Mais ça peut être simplement des perceptions inhabituelles au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, ça évalue vraiment les 5 sens. Et enfin aussi, d'évaluer au niveau du discours des plaintes subjectives du jeune, mais aussi de ce qui est objectivé au niveau du discours, s'il y a une présence déjà de certaines désorganisations. Et sur cette base de ces symptômes-là, qui va être évalué en fonction de la clinique également, la question d'un ultra-haut risque. On a évalué d'autres champs psychopathologiques
qui sont les perturbations émotionnelles, la présence éventuellement déjà de symptômes négatifs, de changements comportementaux, éventuellement d'autres signes cliniques de dépression, d'anxiété, etc. Mais c'est sur base des symptômes positifs qu'on va pouvoir poser, si vous voulez, la probabilité d'un ultra haut risque de psychose. Alors, à quoi ça sert de... Alors, l'idée, ce n'est pas d'étiqueter, mais c'est vraiment de pouvoir aller travailler avec le jeune, avant tout sur ses plaintes, mais d'être présent et de pouvoir proposer une prise en charge vraiment très, très précoce avant même la décompensation. Et donc, certaines études montrent que ces patients ultra haut risque, il y a quand même déjà des risques de suicide importants, avec des tentatives de suicide de l'ordre de jusqu'à 40% de ces jeunes qui ont tenté de se suicider, et des idées suicidaires qui peuvent être présentes chez 80% des jeunes. C'est souvent associé à des troubles de l'humeur, de l'anxiété, le TDAH également, et moins les troubles de la personnalité, mais présente aussi de PTSD, puisque ce sont évidemment des facteurs de risque à l'émergence de psychose par la suite. Et donc, en fonction vraiment de ce modèle de stadification de la maladie, les ultra-hauts risques, on va pouvoir proposer des prises en charge spécifiques pour ces jeunes, qui vont être des prises en charge vraiment multidisciplinaires, qui vont travailler sur les plaintes du patient. Parce que souvent, il y a des plaintes de dépression, et donc ça va être éventuellement mettre un traitement antidépresseur pour ces problèmes d'anxiété, ces problèmes de dépression. L'idée n'est pas de traiter le patient avec un neuroleptique atypique, puisque actuellement, ça n'a pas montré de bénéfice, de plus-value. Il y a plus d'effets secondaires et de risques. Donc la balance vraiment bénéfice-risque est plutôt négative à l'idée de déjà mettre un neuroleptique. Donc on ne met pas de neuroleptique atypique de manière préventive chez ces jeunes, mais on va proposer des prises en charge où on va évidemment inclure la famille, par rapport aux difficultés que ça peut avoir déjà, puisque ce sont des jeunes en souffrance, c'est des jeunes que vous voyez en fait. C'est juste qu'on n'a pas pu évaluer et détecter de manière précoce que c'était des patients à risque. Mais comme vous l'avez vu, chez les adolescents, on est une période, ou jeunes adultes, où la plupart des maladies mentales de l'adulte émergent. C'est de proposer des prises en charge psychothérapeutiques evidence-based, qui ont été validées, qui ont montré vraiment une amélioration, de type plutôt cognitivo-comportemental, où on va plutôt travailler sur la question de la gestion du stress, puisque le stress, les facteurs de stress peuvent favoriser les décompensations. La question de la motivation, travailler aussi la motivation au changement. Ce sont souvent des jeunes qui ont déjà... qui consomment des substances, cannabis évidemment, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de patients avec la kétamine, et donc ça, c'est vraiment le bon booster de première décompensation. Et donc d'aller travailler en groupe éventuellement, ou au niveau, en tout cas au minimum au niveau individuel. C'est de maintenir ces jeunes un maximum dans leur environnement, c'est d'éviter les décrochages scolaires, la désinsertion au niveau de leur père, au niveau familial. C'est de vraiment favoriser l'insertion pour leur permettre de maintenir un fonctionnement global optimum. Ce qui est recommandé également, et ce qui est en cours actuellement de validation, c'est également des séances groupales de psychoéducation sur la question de l'ultra-haut risque et sur les symptômes positifs. Donc, ce sont des psychoéducations qui vont travailler sur les symptômes positifs de la psychose, mais également sur les affects dépressifs, tout ce qui est les stresseurs, les facteurs de stress également. Alors, dans les études, ils utilisent un peu d'oméga 3, mais actuellement, ça n'a pas montré d'amélioration clinique. Et donc, c'est également proposer des prises en charge, comme je vous disais, sur les problèmes d'addiction, puisque là, vraiment, on va avoir un impact positif à ce niveau-là. Pour certains, on peut même proposer, s'il y a déjà des plaintes cognitives, et après une évaluation neuropsy, c'est de proposer de la remédiation cognitive, vraiment dans le but d'aller favoriser les domaines préservés ou d'améliorer déjà les fonctions cognitives qui sont altérées. Et évidemment, et ça j'ai oublié de vous dire, c'est avant tout de faire un bilan complet médical, psychiatrie, psychologique et médicale, parce qu'il y a beaucoup de pathologies quand même somatiques qui peuvent donner une symptomatologie psychiatrique et qui passent inaperçues, et finalement on se retrouve avec des jeunes qui ont un lupus érythémateux. Moi j'ai vu des patients avec des vasculites cérébrales où on aurait pu penser que c'était un premier épisode
un premier épisode psychotique, alors que finalement, c'était un problème de connectivité. Donc l'idée est vraiment de faire un bilan complet, médical, psychiatrique, social, scolaire et familial avant tout, et ensuite de pouvoir proposer une prise en charge en fonction des besoins de l'individu, en fonction des besoins du jeune. Donc ce serait vraiment des soins individualisés. Et donc les objectifs de l'intervention précoce, c'est gérer les symptômes et les problèmes actuels du jeune, de réduire le risque de transition, d'améliorer leur fonctionnement et enfin de renforcer leur facteur de résilience et de protection. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré des bénéfices à ces interventions. Donc souvent, ce sont des interventions qui se font sur 2 ans de temps, qui a permis de réduire le risque de transition. Et quand on poursuit ces prises en charge à 5 ans, on voit encore plus une diminution du risque de transition. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on a réduit le risque de transition ou est-ce qu'on l'a retardé ? Même s'il a été retardé, ça ne peut être que bénéfique pour le jeune, puisqu'on a permis de maintenir le jeune dans son milieu, on a permis de maintenir son fonctionnement, de maintenir un maximum ses fonctions cognitives pour éviter une dégradation plus brutale par la suite. Donc, est-ce que ça a empêché la transition ? Ça reste encore un questionnement, mais en tout cas, ça a des effets bénéfiques sur les plaintes du jeune. Alors, une autre étude qui revoyait un petit peu tous les taux de transition à ces patients à ultra-haut risque. Et finalement, au départ, dans la littérature, on retrouvait dans ces ultra-haut risques de psychose 30% de patients qui allaient transiter vers la psychose. Et puis, progressivement, avec les années, et dans les derniers papiers actuellement, on retrouve plutôt des taux de transition à 14%. Et donc, là aussi, encore une fois, est-ce que c'est parce que c'est très très efficace, ces prises en charge, ou est-ce que là, finalement, on n'a pas inclus des patients qui n'étaient pas à risque de psychose ? Donc, il y a tout un questionnement à la question des ultra-hauts risques de psychose, c'est finalement de voir de manière un peu plus transdiagnostique et de parler plutôt d'états mentaux à risque, sans se focaliser sur forcément une pathologie plus spécifique comme ultra-haut risque de psychose. D'autant que ça a été soutenu par Magori, qui est un des fers de lance par rapport à la question des UHR, et donc lui propose de sortir de ce modèle d'ultra-haut risque, parce que c'est finalement, c'est pas suffisamment sensible pour détecter une transition, et d'autant plus qu'actuellement les modèles de facteurs de risque spécifiques à une maladie particulière ne sont pas convaincants non plus. Donc il faut avoir une vision plus dimensionnelle. Et donc on parle plutôt d'états mentaux à risque qui correspond finalement à des patients qui présentent des symptômes non spécifiques, mais à qui on va déjà proposer quand même des prises en charge individualisées et plus spécifiques, parce qu'à risque quand même de pathologie mentale de l'adulte. Donc, pour conclure, donc, il semble important quand même de mettre en place des lieux de soins pour ces jeunes en transition, avec plusieurs critères de qualité, qui sont des soins multidisciplinaires à un seul endroit, avec psychiatre, pédopsychiatre, psychologue, assistant social, infirmier, éducateur, qui permettent vraiment une prise en charge rapide, de détecter précocement ces jeunes qui sont plus à risque que d'autres, de pouvoir déjà proposer une prise en charge, et également que les équipes d'intervention précoce pour les premières décompensations puissent agir le plus rapidement possible et prendre en charge le plus rapidement possible ces jeunes. Ça doit être des services qui accueillent et qui sont accueillants, qui sont inclusifs pour les jeunes et les familles, et les pères, de pouvoir accueillir des pères aidants, souvent des services qui doivent quand même être proches des jeunes, ou en tout cas faciles d'accès, donc près d'un transport en commun, d'un métro, quand c'est sur Bruxelles. Je ne sais pas s'il y a des métros à Liège. Donc, il y en a ou pas ? Ah, d'accord. Donc un lieu qui va pouvoir promouvoir, faire de la prévention et évidemment de l'intervention précoce, et qui va utiliser des pratiques evidence-based qui ont été validées, que ce soit pour les interventions psychiatriques, mais aussi psychologiques, et tout ce qui est intervention aussi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect psychologie psychiatrique, mais c'est aussi toute la question de l'alimentation, l'activité sportive, qui a montré finalement les effets bénéfiques sur notre santé, sur la santé mentale.
et des équipes, évidemment, qui sont compréhensives des besoins du jeune et donc adaptées à cette période de la transition. Et c'est pour ça que, alors j'en parle ici, mais c'est pour ça que à l'hôpital Erasme, on est en train de mettre en place justement une clinique du ultra-haut risque, donc une clinique de consultation en ambulatoire, pour vraiment être dans l'ambulatoire, de pouvoir détecter en tout cas de manière précoce ces jeunes à haut risque et de pouvoir proposer des prises en charge sur le site, mais également pouvoir transmettre toutes ces informations et des lignes de conduite aux équipes qui prennent en charge les jeunes. Et associé à un module de jour intensif où on accueille ces jeunes qui ont déjà finalement un début de décrochage scolaire, de pouvoir les réintégrer très rapidement au niveau scolaire par une l'école Robert Dubois, qui est l'école à l'hôpital, mais donc c'est pas à l'hôpital ici, et qui puissent éventuellement avoir des équipes mobiles qui puissent se rendre sur l'école également pour vraiment avoir accompagné le jeune au niveau scolaire avec des groupes psychothérapeutiques en lien avec les recommandations internationales. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place sur Bruxelles. Et donc l'importance de pouvoir, je pense, pouvoir proposer dans chaque province des équipes qui allient pédopsychiatres et psychiatres pour proposer des soins spécifiques à cette tranche d'âge qui soient dans la détection et l'intervention précoce. Voilà, j'ai très très résumé la notion d'ultra haut risque, mais comme ça c'est pour vous donner peut-être l'envie de découvrir un petit peu plus cette problématique et donc cette formation qui se fera peut-être au cours du mois de janvier ou l'année prochaine, qui va évaluer sur 1 an et dont les ultra hauts risques va faire partie des cours. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et ici, nous, ce qu'on avait avec mes collègues mis en place, c'est certaines questions finalement, parce que pour avoir des retours aussi des réseaux, des équipes, par rapport à la fréquence que vous rencontrez les jeunes en transition, s'il existe dans votre réseau des prises en charge spécifiques. Donc là, j'ai entendu pour les premières décompensations psychotiques, mais quelles sont les solutions finalement que vous avez déjà mis en place? Parce que voilà, je pense que c'est une problématique où tout le monde est confronté et chacun a eu des initiatives probablement privées en fonction des institutions pour pallier justement ce manque à cette période-là. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention.